Ce week-end, les États-Unis ont mené avec succès une opération de mise en œuvre de la législation chirurgicale avec l'aide de l'armée militaire, de l'armée des États-Unis contre deux fugitifs internationaux, le terroriste narcotrafiquant Maduro et Cilia Flores. Chers collègues, Nicolás Maduro est responsable d'attaques contre le peuple des États-Unis. Il est responsable de déstabilisation de l'hémisphère occidental. Il procède à une répression illégitime du peuple du Venezuela. Comme le secrétaire d'État Rubio l'a dit, il n'y a pas de guerre menée contre le Venezuela ou sa population. Nous n'occupons pas de pays. Il s'agissait bel et bien d'une opération de mise en œuvre de la législation afin d'appliquer un mandat en vigueur depuis plusieurs années. Nous avons arrêté un trafiquant qui va maintenant être jugé aux États-Unis conformément à l'état de droit pour les crimes qu'il a perpétrés contre notre population depuis 15 ans. Les premières actions ont été prises en 1991 contre Manuel Noriega, qui a été arrêté, inculpé, condamné par un tribunal qui a purgé sa peine en prison aux États-Unis et au Panama. Le peuple du Panama, le peuple américain sont aujourd'hui dans une plus grande sécurité et indubitablement, toute la région est plus stable. Cette mesure de mise en œuvre de la législation a été menée en conformité aux responsabilités du président américain qui doit protéger les citoyens américains dans le pays et à l'étranger de crimes qui ont fait des milliers de victimes américaines et qui ont déstabilisé l'ensemble de notre hémisphère. Nicolás Maduro et son épouse ont été exfiltrés aux États-Unis pour y être jugés. Maduro était inculpé par un grand jury dans le district sud de New York et il doit faire face à des crimes graves en raison de ses efforts visant à procéder à du terrorisme, au trafic de stupéfiants, au trafic de cocaïne et d'autres stupéfiants, mais aussi en raison de trafic d'armes. Les nombreuses preuves de ces crimes seront présentées au public lors des poursuites pénales. Chers collègues, Maduro n'est pas simplement un trafiquant inculpé, c'était aussi un soi-disant président illégitime, ce n'était pas un chef d'État. Voilà des années que Maduro et ses alliés manipulaient le système électoral du Venezuela pour préserver leur pouvoir. Il y a 2 ans, en 2024, un groupe d'experts des Nations Unies avait déterminé que les élections cette année-là étaient une vaste manigance et ne répondait en aucun cas aux normes les plus fondamentales pour être considérées comme des élections crédibles. Donc l'ONU n'ont pas pu confirmer la légitimité d'un président soi-disant élu. Dans le cas contraire, de quelle organisation pourrions-nous parler? Bien des nations, y compris l'Union européenne, y compris certains pays d'Amérique latine, et évidemment les États-Unis. Donc plus de 50 pays avaient déjà rejeté la légitimité des élections de Maduro suite aux élections contestées de 2024 et ne l'avaient donc pas reconnu comme président légitimement élu du pays. Maduro a refusé de renoncer au pouvoir de façon légitime après que la population l'a rejeté lors des élections. Donc Maduro était un fugitif. Maduro est aussi le responsable d'une organisation terroriste internationale vicieuse, Cartel de las Soles, un
une entreprise criminelle qui se coordonne avec d'autres organisations criminelles, Trendero de Agua, entre autres, afin d'atteindre ses objectifs, à savoir utiliser les stupéfiants comme arme contre les États-Unis. Trendero Agua est une organisation terroriste étrangère qui comprend des milliers de membres qui, notamment, ont infiltré de façon illégale les États-Unis et qui procèdent à des actions hostiles contre la population américaine et contre les États-Unis. Ce sont des criminels qui terrorisent la population, qui s'adonnent au meurtre, aux enlèvements, à l'extorsion et au trafic de personnes, au trafic d'armes et au trafic de stupéfiants. Notre administration, l'administration du président Trump, ne l'acceptera jamais. En mars 2025, le président Trump a déclaré que Trendero Agua procédait, et je cite, à des actions hostiles et procédait à des activités de guerre illégitimes contre le territoire des États-Unis et avec l'appui du régime du Venezuela. Maduro et ses affidés ont procédé à l'appui des trafiquants de stupéfiants de la région depuis des décennies. Ils ont contribué à l'arrivée en masse de stupéfiants aux États-Unis, soit plusieurs milliers de tonnes chaque année. Il s'est enrichi, il est devenu incroyablement riche aux dépens de la misère de nombreux Américains, Vénézuéliens et autres. Il a contribué et il a facilité des organisations terroristes telles que le Hezbollah. Il s'est coordonné avec des responsables iraniens corrompus et d'autres acteurs malveillants pour influencer non seulement la région, mais aussi pour influencer les États-Unis. Dans le rapport de 2025 sur les stupéfiants, l'ONU-DC identifiait le Venezuela comme voie de trafic majeur de stupéfiants, avant tout la cocaïne qui entrait aux États-Unis et de plus en plus maintenant en Europe. Comme l'a dit le secrétaire d'État Rubio hier, nous sommes ici dans l'hémisphère occidental et nous n'allons pas permettre que notre région soit utilisée comme zone d'opération par des adversaires ou des rivaux des États-Unis. Le Venezuela ne peut pas devenir la base d'opération de l'Iran, du Hezbollah, des services de renseignement de Cuba ou d'autres acteurs malveillants. Nous ne pouvons pas nous permettre que ces vastes réserves d'énergie soient contrôlées par des adversaires des États-Unis et soient contrôlées par des dirigeants illégitimes sans bénéficier à la population du Venezuela, alors que ces ressources sont accaparées par une poignée de privilégiés. Mais ce n'est pas la fin. Les États-Unis et des organisations de défense des droits humains ont publié des rapports confirmant de nombreuses violations des droits humains perpétrées par le régime de Maduro, telles que des exécutions arbitraires, des détentions politiques, la torture ou encore la détention arbitraire et illégale. Plus de 8 millions de Vénézuéliens ont dû fuir le pays, ce qui a déstabilisé les pays voisins de la région et a entraîné la plus grande crise de réfugiés de la région. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, chers collègues, les États-Unis veulent un avenir meilleur pour le Venezuela. Nous sommes convaincus qu'il est possible de garantir un avenir meilleur pour la population du Venezuela, pour la population de la région et du monde, et ce, en stabilisant la région et en faisant de cette région qui nous abrite une région plus sûre. Voilà pourquoi des millions de Vénézuéliens qui ont fui ce régime brutal se sont félicités à travers le monde alors que notre organe ici émet des jugements. Et ce, y compris dans mon
État en Floride qui accueille des milliers de personnes qui ont dû fuir la brutalité de ce régime. Je vous le rappelle, le président Trump a donné sa chance à la diplomatie. Il a fait de nombreux appels et d'offres à Maduro. Maduro a refusé d'y répondre. Le président Trump a été clair, ce narcoterrorisme devait prendre fin. Ce n'a pas été le cas. Les États-Unis ne renonceront jamais à protéger les Américains du narcoterrorisme, et ce, dans notre quête de liberté, de justice pour ce grand peuple qu'est le peuple du Venezuela. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis et donne la parole au Panama. Merci, Monsieur le Président. Voilà, vous avez entendu le représentant américain à l'ONU, Mike Waltz, qui tente de justifier l'intervention américaine avec deux grands arguments. Un, Maduro était dangereux pour les États-Unis. Deux, les États-Unis appliquent la loi et stabilisent la région. Anne Corpé. Oui, le représentant américain qui tente de donner un vernis légal à une intervention qui manifestement est une violation du droit international. Alors tout d'abord, il a expliqué que Nicolas Maduro et son épouse étaient des fugitifs. Il a tenté de présenter cette intervention comme finalement une opération de police, alors que des forces spéciales étaient engagées. Nous ne sommes pas en guerre contre le Venezuela, a-t-il précisé. C'est vrai qu'en cas de guerre, eh bien, les États-Unis auraient dû d'abord avoir l'autorisation du Congrès américain et sur le plan international, disons, l'autorisation du Conseil de sécurité. Alors, en présentant cette opération comme une opération de police, les Américains tentent de se dédouaner de cette violation du droit. Et puis, il a assuré que c'était la responsabilité du président Donald Trump d'assurer la sécurité des citoyens américains contre les crimes dont Nicolas Maduro est accusé par Washington. En fait, il plaide comme si les États-Unis intervenaient en état de légitime défense face à Caracas. Or, selon le droit, même si les Américains parviennent à démontrer que le régime de Nicolas Maduro est effectivement responsable de l'arrivée de milliers de tonnes de cocaïne aux États-Unis, eh bien, ce n'est pas assimilable à une attaque armée et cela n'autorise pas les Américains à recourir à la force pour se défendre, d'autant donc qu'ils n'ont aucun mandat des Nations Unies ni du Congrès. Bien des nations... Alors, il a aussi qualifié, et ça c'est un deuxième axe assez important, Nicolas Maduro de président illégitime. Ce n'était pas un chef d'État, a martelé Mike Waltz, et ça, c'est pour contourner ce statut de l'immunité présidentielle dont pourrait se faire valoir Nicolas Maduro. Donc les Américains dénient à Nicolas Maduro ce statut de chef d'État pour que ses avocats ne puissent pas plaider en faveur de l'immunité. Bon, en réalité, son maintien au pouvoir, même si ça a été à l'issue d'une élection hautement contestable, ne justifie en aucun cas l'utilisation de la force pour l'en déloger. Et puis, il a aussi décrit le Venezuela comme un pays, une forme de base opérationnelle pour des acteurs comme le Hezbollah et l'Iran, et comme finalement un espèce de lieu de danger pour le monde. Un discours qui sans doute ne convaincra pas les juristes spécialistes en droit international, Julien. Merci beaucoup.